On n'avait pas de pays. Vous ne pouvez même pas imaginer. On avait un territoire, on avait une population, et puis il y a des gens qui voyagent, qui parlent, ils ont des maisons à Abidjan. Tout l'argent de l'armée qu'on a détourné là, c'était on construit des maisons à Abidjan. D'autres ont construit à Dakar. Peut-être les dirigeants ne savent même pas, comme c'est la CEDEAO, donc c'est des libres circulation des personnes et des biens. Il y a d'autres qui ont l'argent dans les pays étrangers, ils ont des maisons là-bas, et on ne paye pas d'équipement, l'armée n'a rien. Et on était prévu pour ça. Pour des bananes bio. Vous savez, moi je viens d'Ansongo. La mine de manganèse de Tassiga. Depuis 2009, personnellement, j'ai tapé à toutes les portes. Sur Massorala. On regarde des camions qu'on remplit de minerais de manganèse. Ils traversent un pays voisin, ils vont au port. Et il y a des cargos qui les amènent. Pendant des années. Il y a des gens ici à Bamako qui ont dû donner le permis. Toutes les portes où vous tapez sont fermées. On vient de le retirer, le mettre dans les biens de l'État aujourd'hui. Maintenant, il y a des propriétaires qui disent qu'ils sont sortis. On est à Borami. On va régler leur compte. Parce qu'ils vont nous expliquer comment ils ont eu ces permis-là. La mine de Ntaka, on exploite l'or à Gao. C'est des milliers de citoyens d'autres pays africains qui viennent là-bas. Il y a des individus, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui reçoit à lui sur 96 millions de francs CFA tous les mois. Et il est à Bamako, il est bien respectable, il se bat pour la démocratie, lui aussi. Moi, je le connais. 96 millions par mois. Cette mine-là, maintenant, on l'a mis dans les biens de l'État. Ce n'est pas pour quelqu'un. À Kidal, il y avait des mines d'or. Des centaines de milliers de gens quittent l'Afrique de l'Est. Ils sont là-bas, ils exploitent l'or. Il n'y a aucun puits, aucune route. Dans les budgets de l'État, il y a des lignes, l'entretien des routiers. On sort des milliards, il n'y a aucune route. Les gens votent, tout le monde est content. Baby Ladja. Et c'est dans ça qu'on était. On n'avait pas de pays. On avait un territoire et d'autres dirigeaient. On élit un président, mais c'est d'autres qui dirigent. S'ils refusent de faire leur volonté, on le fait chanter, on pousse son entourage contre lui. Si tout ne marche pas, on l'élimine. J'ai vu récemment beaucoup de gens parler sur les propos tenus par un général malien, même Grokani. Il a parlé de deux présidents. Mais il a fait une longue interview. On a pris une partie pour jouer sur ça. Il y a même un pays qui a écrit pour protester, pour dire qu'il a fait des menaces physiques. C'est pas vrai. Il a dit éliminer. Quand il a dit éliminer, c'est l'élimination politique. Il s'est expliqué dans la presse. Pour moi, c'était fini. Mais les gens ont continué. Mais les mêmes personnes. Moi, j'ai dit au ministre de la Justice malienne, devant tout le monde, qu'il y a des gens qui disent publiquement dans les médias de porter atteinte à l'intégrité physique de nos présidents, de nos chefs d'État. J'ai dit au ministre de la Justice, il faut documenter tout ça. Tous ces gens-là, on va les poursuivre un jour. Mais en ce moment, personne n'a parlé. Vous savez que quand il y avait la crise du Niger, le président du Niger l'a dit. Quand il y a un pays européen qui voulait intervenir, il y a un qui a appelé, il dit attention, hein, le Niger là, c'est pas pour vous, c'est pour nous. À quoi on a date au Niger Kokumala? Donc nous, on était la propriété d'un pays, la chose de quelqu'un d'autre. On n'était pas nous-mêmes. Bon, nos citoyens ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour que vous compreniez la contradiction fondamentale qu'il y a entre nous et certains citoyens dans la lecture de la situation politique du Mali. On n'a pas la même compréhension. Tant que le Mali ne retrouve pas son unité, son intégrité, ses capacités de décision, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a constitutionnalisé ces principes-là. Le président les a édictés, on les a mis dans la Constitution. Si tu peux travailler avec nous, il faut respecter notre souveraineté. Le terme laissé en plein vol qui est devenu célèbre là, vous savez d'où c'est venu? Quand vous êtes dans un avion,
Vous arrivez en plein dans l'air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Ça, c'est l'abandon en plein vol. Mais on a un pays avec lequel on a des accords militaires. On nous interdit d'acheter des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter des hélicoptères. Si on se l'argent, il y a des cadres qui volent ça en entente avec eux. On achète des avions de transport. On les bloque dans un pays. Mais on nous abandonne en plein vol. On ne peut rien faire. Nous sommes partis vers les Russes. Chez les Russes, on ne peut pas faire de pression sur eux. C'est ce que ça explique. Il n'y a rien d'autre là-dedans. J'ai dit qu'on nous a laissé en plein vol. Quelqu'un nous a donné un parachute en coup de route. On a pris ça pour amortir le choc. C'est tout. Et ça, quand on le faisait, à faut chier. Parce que si on était venu débattre, même dans nos partis là, on va nous mettre en minorité. Hey, ça, c'est pas bon, c'est pas diplomatique. Ce discours-là, vous pouvez demander au moment de mon cabinet. Personne ne l'a vu ici. Personne. Sauf le conseiller que j'ai appelé chez moi. J'ai dicté les éléments, il a fait. J'ai dit d'ajouter cette histoire de plan vol. C'est pas diplomatique. Seulement, j'étais investi de la confiance du président. Il m'a dit que vous savez ce que les Maliens veulent. C'est pourquoi j'ai dit à certains, je n'ai pas pris un katakatani pour aller à New York. C'est le président qui m'a envoyé. Donc si le président ne m'a pas envoyé, je n'allais pas partir où. Moi, je suis suffisamment lucide pour ne pas détacher le succès de cette parole-là à la décision du président. C'est lui le chef. Moi, je ne suis pas allé en katakatani, j'ai pris un avion pour aller. Mais on vient ici, c'est pourquoi quand j'ai quitté New York, depuis que mes collaborateurs m'ont dit que les gens s'apprêtent à m'accueillir, j'ai dit, hey, on va dire l'homme politique, il a commencé. Hein. Il est très populaire maintenant, il va chez lui, il va commencer. J'ai dit, moi je vais chez le président Koulouba. C'est lui qui m'a mis en mission là. Je ne suis pas allé à Raïda pour chercher un katakatani pour aller à New York. C'est lui qui m'a autorisé. De l'aéroport, je suis allé chez lui, Kaboya Dakar. Mais les gens sont venus, vous voyez celui-là, il est en train d'encenser les militaires, il fait le flag honneur. Moi, je ne fais le flag honneur pour personne. Mais je le fais pour l'intérêt du Mali. Je vous jure que si ces militaires n'étaient pas venus pour nous délivrer, les politiques seuls ne peuvent rien. De la même manière que eux seuls là, s'il n'y a pas de politique qui crée la situation objectivement, il ne peut pas se lever des casernes venir qui vont enlever le pouvoir. Où est-ce? C'est pour ça que j'ai dit aux gens, la transition, la marche sur deux pieds. Il y a le volet politique et le volet militaire. C'est les deux qui ont fait qu'on a tenu. On a fait d'abord les assises qui ont déterminé les orientations de la transition. Mais si l'armée n'avait pas porté le fer dans le camp des terroristes, tous nos discours là, c'est zéro. Et tout ça, il a fallu qu'il y ait un président qui nous donne carte blanche sur le plan politique, qui suit les armées. On a un président, on a un ministre de la Défense, on a un chef d'état-major, on a des chefs militaires qui réorganisent l'armée. Ce sont les mêmes militaires pourtant. Maintenant, personne n'entend dire que l'armée malienne suit. Personne. Mais tout ça, s'il y a un chef d'orchestre, il y a le président au sommet. Mais les gens, ici au début, vous entendez des gens, ah oui, transition, l'armée monte en puissance, mais le reste là, rien ne va. Et j'ai dit, mais vous là, vous n'avez rien compris. Mais les assises nationales, ça, c'est pas militaire. La feuille de route de la transition, c'est pas militaire. L'organe unique, c'est pas militaire. L'audit des mines, c'est pas militaire. Mais tout ça ne valait rien si les militaires ne faisaient pas leur travail. Donc c'est un tout. Donc les ignares triomphants là qui viennent parler dans les médias pour diviser l'action militaire et l'action politique là, ils n'ont rien compris. En réalité, c'est des alliés objectifs des ennemis du Mali. Couper et créer la division au sommet. Parce que les pouvoirs politiques, il faut que vous notez, vous êtes des hommes politiques. Quand on veut les déstabiliser, c'est pas compliqué. Il y a deux voies. Soit vous les coupez du peuple. C'est arrivé souvent ici pour renverser les régimes. Par leur action, leur entourage, on les coupe du peuple et puis le peuple se soulève.
On crée la division au sommet. Ils se divisent eux-mêmes. Je donne souvent le cas du Soudan à tout le monde, pour qu'ils comprennent. Le Soudan, vous vous rappelez, pendant 30 ans, on a cherché à les diviser. On s'est rassemblés. Ils ont pu les diviser en 2011. On a créé 2 Soudans, du Nord et du Sud. Celui du Nord, on a continué. Sous le couvert de la démocratie en 2019, les femmes et les jeunes sont sortis. Démocratie, démocratie. Et les militaires ont fait un coup d'État. Ils ont fait quelques temps, après on a dit aux militaires, ah, c'est vous que le peuple veut, hein. Les gens là, il faut les renvoyer. Ils ont renvoyé le Premier ministre. À l'avant, les militaires se sont bagarrés entre eux. Ils ont détruit leur pays maintenant. Ils aident chacun. Et chacun d'entre eux court pour chercher des soutiens. Mais les Soudanais, ils sont quoi? Leur pays est détruit. Donc tous ces gens qui font des discours maléfiques, spécieux, dont la finalité c'est de créer des oppositions au sommet de l'État, c'est des ennemis, c'est des alliés, en tout cas des ennemis objectifs du Mali. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font. Je vous dis tout ça là, c'est pour que vous compreniez les problèmes de notre incompréhension avec une partie de la classe politique qui, par fierté, en a fait un problème. Vous savez, quand on voulait faire les assises nationales, quand j'ai vu que les gens faisaient trop de la fixation sur la personne du Premier ministre, parce qu'on a inventé à l'extérieur, le Premier ministre clivant, c'était devenu à la mode, il est contre les acteurs du 26 mars, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, mais quand? Moi, j'ai fait le débat politique. Si quelqu'un prend ça à son compte, c'est pas parce qu'il est un acteur, toi tu n'as pas d'argument, tu es un acteur du 26 mars que tu viens dire, ah non, il a attaqué la révolution, c'est pourquoi je suis contre lui. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on ne s'entend pas sur ce qu'il faut faire. Et lorsque j'ai vu cette fixation-là, je suis allé voir le président. J'ai dit, le président c'est le chef, c'est le père de famille, c'est le père de tout le monde. Appelez tout le monde maintenant et parlez-les pour qu'on aille aux assises. Le président lui-même est descendu dans l'arène. Il a réuni tous les partis. Il dit qu'on va aux assises. Les partis ont refusé. Mais les assises ont continué. Parce que les assises devaient déterminer la feuille de route de la transition. Vous entendez maintenant les assises nationales, l'organe unique, les audits des mines, tout ça c'est les assises. La réforme de l'école. Moi j'ai réussi ici les écoles privées la dernière fois. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas totalement tort, mais il faut que tout le monde soit réaliste. Vous avez beaucoup d'écoles privées, des gens qui sont des sacerdoces, qui font réellement des sacerdoces. Ils travaillent pour le pays. Ils ont des milliers d'élèves chez eux. Mais c'est comme un sac d'arachides rempli de bonnes arachides. Si tu mets 2 mauvaises arachides, ils gâtent tout. Vous avez plus de 1000 et quelques écoles privées. Mais il y a quelques écoles qui ne sont pas normales. À cause d'elles, ils gâtent tout leur nom.